Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui a été publié en 2002 par 3 professeurs de la London School of Economics et qui s'appelle « Le triomphe des optimistes » et qui étudie en fait 101 ans de performance boursière. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis, cette étude, elle est remise à jour tous les ans, toujours par ces 3 mêmes professeurs, dans un document qui est produit par le Crédit Suisse. Ce document, à l'origine, il fait 250 pages et il est disponible uniquement pour les clients du Crédit Suisse, mais vous pouvez trouver une version abrégée de 40 pages, je vous mettrai le lien en description, et c'est celle qu'on va parcourir ensemble aujourd'hui. Si j'en parle aujourd'hui, c'est que la version 2021 est sortie, ce qui nous fait maintenant 121 années de données, puisque l'étude démarre en 1900. On est donc sur du très très long terme, bien sûr, plus que ce que n'importe quel investisseur pourrait faire. En fait, on ne peut pas vraiment aller plus loin en termes de recherche et de performance boursière, parce qu'ils font ça sur pas mal de pays développés, et pour avoir des données fiables dans plusieurs pays, ça deviendrait très compliqué de revenir avant 1900. On pourrait le faire sur les États-Unis un petit peu, mais pas dans la plupart des pays qui sont étudiés ici. Alors, pourquoi étudier les rendements boursiers sur une période aussi longue ? Parce qu'en 121 ans, on a eu des guerres mondiales, des pandémies, des crises du pétrole, etc. Bref, beaucoup plus de choses qu'en 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde en arrière, on regarde 10 ans, allez peut-être 15 ou 20 ans, et 10 ans, c'est vrai que ça paraît long, mais si on regarde nos 10 dernières années, c'est vrai que finalement, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un énorme marché haussier, on a eu une crise rapide due à la pandémie, et puis un rebond rapide. Et puis c'est tout. Donc c'est sûr que ça fait un peu court pour faire des études à long terme. Alors dans le document, il y a pas mal de graphiques, c'est vrai que je ne vais pas tous les documenter, je vais prendre ceux que j'ai trouvé le plus intéressants. Alors commençons par observer à quel point le marché a changé. Alors au début de l'étude, les plus grosses bourses mondiales sont dans l'ordre le Royaume-Uni avec 24%, les États-Unis à 15% et ensuite l'Allemagne et la France. Aujourd'hui, on le sait, le monde est bien différent. Les bourses mondiales se divisent en gros en deux, avec les États-Unis d'un côté, avec 56% du marché, et puis le reste du monde, puisque la suite du podium, c'est le Japon à 7% et la Chine à 5%. Bien sûr, dans le futur, on peut imaginer que ça va continuer de changer drastiquement et que la Chine, par exemple, prenne une place beaucoup plus grande vu la croissance attendue. En termes de secteur aussi, il y a de gros changements, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, en 1900, le gros secteur, c'était le chemin de fer, et de très loin, ça qui représentait la moitié ou plus du marché, suivi par les banques. Alors qu'aujourd'hui, le marché est beaucoup plus diversifié. On a comme gros secteur technologie, industrie et santé aux États-Unis, et puis au Royaume-Uni, on a l'industrie, les pétrolières et les banques. Et on voit que les pays se sont un peu spécialisés, la répartition sectorielle est bien plus différente aujourd'hui entre les pays que ce qu'on avait en 1900. Donc ça va être la première leçon. Les marchés changent énormément et il faut suivre ces changements géographiques, changements sectoriels, si on veut capturer les performances dont on va parler maintenant. Parce que bien sûr, c'est ça qui nous intéresse, les performances des différents actifs. On a sur le graphique les equities, donc les actions, les bonds, donc les obligations, et puis les bills, c'est-à-dire les obligations d'État de moins d'1 an, ce qu'on appellerait en France les produits monétaires. Et puis, on a un quatrième indicateur qui n'est pas un actif, mais qui est l'inflation. Et vous noterez que c'est une échelle logarithmique. C'est-à-dire que contrairement à l'échelle arithmétique, où sur l'échelle de gauche, vous allez avoir un centimètre qui va toujours représenter la même valeur, par exemple 500 points d'indice, avec une échelle logarithmique, un centimètre représentera toujours le même multiple. Par exemple, vous avez la même distance entre 10 et 100 qu'entre 100 et 1000, et puis 1000 et 10 000. Parce que sinon, une courbe qui a une croissance régulière, comme un cours de bourse, finit par avoir une courbe exponentielle, comme on le voit sur ces deux graphiques du S&P 500. Et ça, c'est la deuxième leçon, toujours utiliser une échelle logarithmique sur du très long terme, sur 15 ans, 20 ans, etc. Sinon, on a un graphique qui est très vite illisible. Donc ici, sur ces graphiques, ils ont pris les bourses anglaises et américaines. On va plutôt regarder la bourse américaine. On va avoir les graphiques de gauche qui sont en termes nominaux et ceux de droite qui sont en termes réels, c'est-à-dire retraités de l'inflation. Un objet qui valait 1 dollar en 1900 vaut 30 dollars aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très important de regarder les rendements réels, les rendements retraités de l'inflation. Et ça va être notre troisième leçon. Quand on regarde en nominal, un investissement monétaire aurait été multiplié par 78. Un investissement en obligations multiplié par 382 et un investissement en actions multiplié par presque 70 000. Mais une fois corrigé de l'inflation, donc ce qu'on appelle en réel, les actions sont multipliées par 2300, les obligations par 12, alors que c'était, je vous le rappelle, multiplié par 382 en nominal, et le monétaire seulement 2,6.
multiplié par 2,6 en 121 ans, ce qui est honnêtement pas grand-chose. Mais comme personne n'investit pendant 121 ans, comme je vous le disais tout à l'heure, il vaut mieux parler de taux de rendement. Et là, on voit que les actions ont eu un rendement de 6,6% par an, les obligations 2,1% par an et les produits monétaires 0,8% par an. Et ça, c'est la quatrième leçon, une leçon dont vous êtes bien sûr au courant, on en parle énormément. Les actions surpassent nettement les autres classes d'actifs à long terme. Mais, et ça on en est bien conscient, avec des moments difficiles à passer, la Première Guerre mondiale, la crise de 29, le choc pétrolier, la bulle Internet des années 2000, la crise financière de 2008, mais on reviendra sur toutes ces baisses-là plus tard. Si on regarde maintenant ces rendements par pays, on voit qu'il y a d'énormes disparités, avec dans le haut du classement des pays comme l'Afrique du Sud, les États-Unis, ou l'Australie, avec des rendements réels des actions autour de 6-7% par an. C'est souvent le chiffre qu'on donne. On dit typiquement que les actions rapportent 7% par an, mais il faut bien avoir conscience que ça, c'est aux États-Unis. Et dans le bas du tableau, on va avoir l'Allemagne ou la France qui ont des rendements actions autour de 3%. Donc on voit que la différence est énorme. Et même des rendements monétaires qui sont négatifs une fois l'inflation prise en compte. Et ça, c'est la cinquième leçon. Il faut impérativement sortir de son marché local pour s'exposer aux marchés les plus dynamiques et notamment le marché américain. Mais investir en dehors de son pays veut souvent dire être exposé à d'autres devises. Et là, on a un graphique qui est très intéressant et souvent méconnu. Ce sont les cours de change des différentes monnaies comparées au dollar. Et on voit que seules deux monnaies font mieux que le dollar. On a le franc suisse et puis l'ancien florin hollandais. Les autres, et notamment l'ancien franc français, ont perdu énormément de valeur sur 120 ans. Et attention, on ne parle pas de quelques pourcents, puisque si vous regardez l'échelle à gauche, c'est à nouveau une échelle logarithmique. Donc on voit que le franc français a perdu presque 99% de sa valeur face au dollar en 121 ans, alors que le franc suisse, lui, a été multiplié par 6. Et ça, c'est sans parler de l'Allemagne et de l'Autriche du début du siècle, dont la monnaie a disparu. En fait, elle est arrivée à zéro et a été remplacée pour cause d'hyperinflation. Donc on voit, et ça c'est la sixième leçon, que l'impact des taux de change sur les performances est important. Il faut pas être aveuglé parfois par des performances importantes dans les marchés émergents si dans le même temps leur devise est en train de s'effondrer. Et à nouveau, on va parler de diversification puisque ça peut être intéressant d'être diversifié aussi en termes de monnaie, notamment quand on reste dans les plus grosses monnaies, surtout quand on s'expose à des monnaies intéressantes, des monnaies refuges comme le franc suisse. Alors passons maintenant au risque. Ce graphique permet de répondre à la question quel est le plus long drawdown, c'est-à-dire la période pendant laquelle on va perdre de l'argent en termes réels. Et si on reste aux États-Unis, la réponse selon cette étude, elle est de 16 ans. Alors ce graphique, il n'est pas très parlant, donc je ne vais pas le laisser trop à l'écran. Je vais plutôt vous montrer un graphique avec lequel vous allez être plus à l'aise, qui est tout simplement le Dow Jones sur à peu près la même période. Donc on n'a pas les mêmes chiffres, parce que cette fois-ci, on est sur le Dow Jones, on n'est pas sur la totalité du marché américain, et on voit que les drawdowns peuvent être très longs. Donc un drawdown, on le comprend mieux sur ce graphique-là, c'est quand on a un pic suivi d'une baisse, c'est le temps que va mettre le marché pour retourner à son pic précédent. Donc si vous aviez investi au pire moment, donc au pic précédent, c'est le temps qu'il va vous falloir pour redevenir gagnant. Et on voit qu'on a un drawdown de 19 ans au début du siècle, ensuite on a un drawdown de 25 ans pour la crise de 29, 16 ans ensuite pour les chocs pétroliers, 6 ans pour la crise de 2008. Alors ces chiffres-là, c'est ce qui fait dire traditionnellement que les actions à long terme, 20 ans ou plus, ont un risque qui est très limité, puisque même si vous investissiez au pire moment, c'est ça qu'il faut retenir, il ne faut pas avoir trop peur de ces chiffres-là, c'est si vous construisiez totalement votre portefeuille au pire moment, donc au pic précédent, sur une vingtaine d'années, vous êtes sûr de, on va dire, au moins ne pas perdre d'argent, sachant que dans la plupart des cas, bien sûr, vous n'allez pas investir au pic, et donc vous aurez des rendements qui seront beaucoup plus intéressants. Mais là où on est un peu biaisé, c'est que on parle ici des États-Unis, et on l'a vu, les États-Unis font partie des marchés les plus performants, ce sont ceux qui ont les entreprises les plus flexibles, les plus performantes, et quand on va sur d'autres marchés, on a l'exemple du Japon, on va avoir des drawdowns qui peuvent durer bien plus longtemps, et dans le cas du Japon, ça va être 51 ans. Et ça, c'est la septième leçon. Il faut être prêt, quand on investit sur les actions, à affronter des marchés baissiers qui peuvent durer longtemps. Et pour limiter la durée, il faut bien sûr diversifier son portefeuille, notamment vers les marchés les plus performants, on en a parlé, performants historiquement comme les États-Unis, mais c'est aussi pour cette même raison de limiter les drawdowns, soit en durée, soit en amplitude, qu'il faut diversifier, enfin qu'on peut, moi en tout cas c'est ce que je fais, diversifier, ne pas rester à 100% en action, mais diversifier vers d'autres classes d'actifs pour limiter à la fois la volatilité
et les baisses de votre portefeuille. Alors là, après, c'est en fonction de vos choix. Bien sûr, les obligations, l'or, l'immobilier, les matières premières, les crypto-monnaies, etc. Ça, c'est à vous de choisir. Donc voilà pour ce retour vers le passé sur 121 ans. Cette étude, elle est très intéressante. Vous pouvez la consulter, je vous mets le lien, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, notamment sur tout ce qui est les facteurs. Enfin bon, vous allez voir, il y a énormément de données. Cette étude, comme je le disais, ressort chaque année, donc c'est pas forcément à regarder toutes les années, parce que les données, elles changent pas énormément. Mais de temps en temps, prendre un petit peu de recul, ça peut être intéressant. J'espère que vous avez appris des choses en étudiant les données sur 120 ans. Moi, en tout cas, à chaque fois que je regarde sur cette étude, ça me remet un petit peu les idées en place. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, continuez à liker, à partager et abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas le cas. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.